Sergio qui nous donne le signal. Oui, alors j'ai eu le plaisir d'accueillir Ambrogio Galberti depuis plus de 2 mois, il va encore rester 1 mois. En principe, tous les artistes qui viennent et qui cohabitent avec nos auteurs psychanalystes, je les interviewe une fois. En général, c'est des interviews assez intimistes dans leur atelier. En principe, je leur demande comment l'art leur est venu, comment ils ont été pris par l'art, et ensuite on regarde leur œuvre et ils parlent un peu de leur œuvre dans sa concrétude, sa matérialité, disons, et sa fabrication. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Jeannette, c'est une Berger, qui est historienne de l'art, qui est commissaire d'exposition. J'ai eu l'occasion de voir l'exposition que vous aviez faite à la Maison Rouge sur Cannibal. Vous écrivez dans plusieurs revues, Art Press et d'autres supports. Alors aujourd'hui, je crois que vous allez parler de l'œuvre d'Ambrogio et ce sera un plaisir de vous entendre. Ensuite, Daniel va parler de la préhistoire de l'œuvre d'Ambrogio, au fond, comment l'art lui est venu d'une certaine manière. Enfin, je laisse voir, et donc Daniel Lévy est psychanalyste et membre du cercle freudien, a été à l'école freudienne. Et nous avions un autre invité qu'on regrette vraiment beaucoup, c'est Claude Raban. Malheureusement, il a eu un petit accident qui l'immobilise pour quelques jours, donc voilà, il ne sera pas parmi nous. Mais je regrette parce que Ambrogio m'avait déjà un peu parlé de ce autour de quoi ils allaient dialoguer tous les deux, et notamment aussi dans l'esprit du prochain livre de Claude Raban. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de mystère autour de la question du néant. Voilà, donc on le regrette bien. On verra comment on pourra peut-être compléter ce moment avec vous. Bon, je vous laisse. Ambrogio, tu es sur le divan de Dites le Salon avec ces 2 dames. Je t'abandonne. Merci. J'ai voulu réunir autour de moi Daniel, Jeannette et Claude Raban parce que j'ai eu depuis un bon moment de conversation avec eux au sujet des problèmes qui m'ont presque toujours un peu hanté. Qu'est-ce que c'est l'espace, comment on s'y prend avec la peinture préhistorique, etc. Et je voudrais justement débuter avec la question de la peinture préhistorique. Donc j'ai fait une conférence ici il y a quelques années, et parce que je crois que la découverte que j'ai faite en 1981 a bouleversé mon rapport vis-à-vis du travail et aussi vis-à-vis de l'histoire de l'art. Et c'est justement ça que j'ai parlé longuement avec Daniel de ça, parce que j'étais confronté à des problèmes que je n'arrivais pas bien à saisir. À la fois, pour vous situer un peu la question, moi j'ai visité cette grotte préhistorique qui date du néolithique, donc d'il y a 6000 ans à peu près. Je suis entré tout à fait par hasard parce que j'étais au bord de mer, c'était un endroit magnifique, on m'avait dit qu'il y avait une grotte préhistorique. Je ne m'intéressais pas particulièrement à la préhistoire, mais quand j'ai vu des reproductions dans un bistrot, macro-reproduction des peintures qui étaient dans cet endroit, soudain j'ai eu l'impression, j'ai eu envie de les voir. Pourquoi? Parce que depuis toujours j'étais intéressé à la peinture de Paul Klee. Et si vous connaissez un peu la peinture de Paul Klee, vous savez bien que le Paul Klee des dernières années, de 1930 jusqu'à sa mort, peignait beaucoup des choses faites avec un seul geste, c'est-à-dire des sortes de hiéroglyphes, qui décrivaient une situation, etc. Et justement, la première impression que j'ai eue en regardant ces peintures, que je pourrais vous montrer une autre fois, c'était le fait comment dire, une sorte de proximité. Et je me suis dit, je vais voir ça. Alors, quand j'ai vu ça, on descendait 20 mètres, 30 mètres sous terre, noir complet, etc. Et la première chose que j'ai remarqué, j'avais des difficultés à me déplacer, parce qu'on ne voyait rien. Et moi, j'ai pensé à rentrer dans un endroit où les peintures sont là. Non, il n'y a rien à voir. Il fallait chercher. Et en cherchant, j'ai découvert peu à peu qu'il y avait une certaine organisation dans l'espace.
de cette grotte. Donc je me suis dit, la question de l'espace n'est pas neutre. C'est quelque chose d'important. Par la suite, j'ai examiné la relation entre certaines peintures et leurs supports, c'est-à-dire la paroi rocheuse, pour en arriver à en déduire, à travers une série de lectures que je fais, que la paroi rocheuse était considérée comme un support imaginaire. C'est-à-dire, ceux qui peignaient dans cette grotte, c'était une projection de leur monde, de leur rapport à la réalité. Et donc, la grotte en elle-même était une sorte de voile qu'on pouvait traverser. Et en effet, arrivé à la fin, il y avait un grand signe qui dominait toute la salle, et ce signe était fait de sorte que ces formes latérales, c'était un carré avec des triangles sur les côtés comme ça, et tout convergeait vers un point central. Et ce point central semblait être en arrière par rapport à l'image. Et donc je me suis dit, mais tiens, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière l'image, d'une part. Et d'autre part, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné avec ce signe, c'était que j'avais l'impression qu'on me donnait un coup de poing dans le ventre. C'était vraiment un coup de poing dans le sens que je me disais que ça me touche, et je ne sais pas pourquoi. C'est presque dramatique, parce que je voyais quelque chose qui ressemblait à une croix grecque, hein, et en même temps quelque chose qui venait vers moi. Ça dépend aussi de la forme, comment elle était constituée, etc. Mais en même temps, je n'arrivais pas à m'expliquer. Et c'est bien la raison pour laquelle, avec Daniel, je discutais longuement de ces questions. Et par ailleurs, ce que je cherche à faire dans ma peinture depuis toujours, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui me touche. Parce que dès le départ, maintenant je dis peut-être une banalité, parce que tous les peintres peut-être font comme ça, mais je me suis dit, moi, je veux peindre pour avoir quelque chose à regarder, hein, qui me touche. Hein. Donc, un peu ça. Et maintenant, la parole à Daniel au sujet de cette discussion qu'on a eue à propos de ce signe. D'abord, je dois vous prier de m'excuser, mais je ne peux absolument pas rester longtemps. C'est aussi imprévu qu'objectivement nécessaire, puisqu'il s'agit de la politique de la psychanalyse, enfin de la survie de la psychanalyse dans certains mondes politiques. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à parler d'abord. Et puis, au fond, ça ne va pas si mal avec ce que tu viens de dire, parce que j'espère que vous avez vu le film qu'a fait Ambrogio à propos de sa visite de la grotte. Et la première chose qu'il dit, c'est ce boyau dans lequel on entre, non sans crainte, et puis cette désorientation totale, puisque même le sol n'est pas plat. Oui. Et on ne le voit pas, en plus. Et puis ces choses sur les murs qui dessinent en réalité un itinéraire, mais dans un chaos apparent. Alors, ça m'a fait tilt, je me suis dit depuis le début, il parle de signes, mais moi, ça ne serait-il pas du signifiant par hasard? Et puis j'ai trouvé dans le séminaire sur l'éthique le passage sur la sublimation où il est question de la création d'un nouveau signifiant. Alors je laisse sur signifiant, ce qui est important c'est qu'il s'agit du symbolique. L'apparition, l'émergence du symbolique. Un nouveau symbole. Et alors Lacan explique, je le fais vite, que ça se passe comme ça. Ça commence par l'apparition d'un vide. C'est-à-dire dans une nature chaotique, mettons comme la grotte, d'abord. Avant d'arriver dans la grotte, il faut échapper à une certaine nature belle, organisée, comme tu viens de le dire, traverser des boyaux infâmes et arriver dans un endroit où on ne sait même pas que c'est un vide. Oui. On sait que c'est un vide parce qu'on a une torche et qu'on peut continuer. Ce vide, le vide dont parle Lacan, il y a d'abord un vide, c'est un vide qui s'est créé, qui est un vide intérieur, c'est-à-dire qui ne communique pas avec l'extérieur, qui est une espèce de truc là. Et c'est dans ce vide, sur les parois de ce vide, qu'on peut faire apparaître des symboles. L'exemple classique de Lacan donne, c'est le travail du potier. Donc il fait apparaître le vide et la paroi du vide en même temps. C'est-à-dire que c'est un petit peu moins clair qu'avec la grotte, où on a le vide qui est donné, chaotique, mais un trou dans le monde, quoi. Oui. Et la possibilité de faire des choses qui permettent de se repérer.
Après, je te laisse le soin de commenter la figure du fond, là, la croix avec les triangles. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire toute la question de l'esthétique au sens le plus large possible. Mais je voulais simplement insister sur cette, voilà, ce pas que Lacan explique, comment se crée un nouveau signifiant. Après, je terminerai sur ce que c'est que, non pas un signifiant, mais le symbole, qui est une variété signifiante. Donc, apparition d'un vide, pas dans des circonstances faciles. Un vide ne se crée pas, la nature a horreur du vide, on le disait. Le vide, ça n'apparaît pas tout seul. C'est dur. Pour arriver là, on ne voit pas comment y arriver, il n'y a aucune raison d'y aller, mais on s'y trouve tout d'un coup. Et à ce moment-là, vient, je ne sais pas comment, peut-être les artistes vont nous le dire, la nécessité d'inscrire des repérages sur ces parois. Une fois que les parois sont faites, après on va pouvoir transformer la grotte, je ne sais pas quoi, en appartement, dernier cri. On va la faire rentrer dans la civilisation. Quoique ce n'est pas... Pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça ne se fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais si c'est un pot, on va pouvoir y faire cuire de la choucroute, y jeter des choses, faire des libations en vue sacrée avec. Enfin, c'est la possibilité d'entrer dans la civilisation symbolique. Alors, je termine juste sur ce que Lacan appelle symbolique. Ça, c'est dans le chapitre 3 du séminaire sur le moi, qu'il appelle l'univers symbolique. Un symbole, c'est quoi? C'est quelque chose qui représente une chose en son absence. Les symboles, premier point. Donc, vous avez affaire à la représentation et plus à la chose. La réalité de la chose est tombée dans les dessous. D'autant plus que les symboles, ça s'organise toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un symbole qui apparaît là et un symbole qui apparaît là et un autre là, et puis après on se demande comment les relier. Non, ça apparaît en bande. Et c'est tout de suite en système. Alors, déjà Mauss, le premier des anthropologues français, avait remarqué que les règles de la société, celles sont les mêmes que les règles du langage. Enfin, tout ça, l'histoire du symbolique, c'est présent massivement dans la langue. Une langue, c'est un univers de symboles qui crée un univers, c'est-à-dire qui fait voir le monde d'une certaine façon et qui permet d'inventer à l'intérieur. Bon, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde où on est dans des représentations dont le rapport avec les choses qu'elles sont censées représenter est tout à fait énigmatique, enfin, inconnu, on ne sait pas. Mais on est dans ce monde de représentation qui est tout constitué. Quand on arrive au monde, la langue elle est là, l'ordre social il est là, mais on n'a pas forcément sa place dans cet ordre social. Et quand on n'a pas sa place, c'est-à-dire quand on tombe sur un vide, ou quand un vide vous saute à la gorge, à ce moment-là, il faut se faire des repères qu'on va pouvoir ajouter à la langue, qui vont peut-être s'ajouter à la langue, et à partir du moment où de nouveaux repères se seront ajoutés à la langue, auront été reconnus, alors toute une série de nouveaux repères, toute une nouvelle connaissance va se développer. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais dire sur la dialectique du vide et de la représentation. Merci beaucoup. Ça me paraît une bonne introduction. Hein. Et voilà. Là, on laisse la place. Alors, moi, je vais me mettre... Je vais me mettre ici. Voilà, et avec Jeannette, on a beaucoup discuté des questions d'histoire de l'art, parce que moi j'aime beaucoup l'histoire de l'art, et de peinture, bien sûr. Et moi j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, parce qu'elle le fait de manière pas très catholique, dirait-on. C'est-à-dire, elle le fait d'une manière un peu, un outsider très pointu. Et souvent, elle a des comment dire, souvent, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai vu, elle a des intuitions qui sont formidables. Donc, voilà ce qui, je crois, moi aussi je travaille un peu sur de petites inventions que
je fais de temps en temps quand je travaille. Ça m'arrive pas souvent, mais disons que c'est le principe de mon travail, d'inventer des choses. Et que donc, de ce point de vue-là, j'ai trouvé une certaine relation avec son mode de fonctionnement. Mais maintenant, je laisse parler parce que bon, Cher Ambrogio, donc comme tu as dit, je suis historien de l'art et en tant que critique d'art aussi, je traduis le visible en mots. oui. Donc on parle du signe. Ma devise, c'est écrire pour les aveugles que nous sommes. Ouais. Donc je cite là Paul Klee. L'art ne reproduit pas le visible, mais il rend visible. Donc je te pose la question, ou je pose la question ici au public. Quel est ton univers? Quel univers d'Ambrogio Gagliati que nous allons découvrir et cerner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous donnes à voir? Qu'est-ce qui nous touche et rend en résonance lorsqu'on voit tes aquarelles, tes peintures et tes premiers dessins? Pourrais-tu peut-être nous montrer tes premiers dessins? Donc tu es né à Milan. Oui. Et tu as baigné en fait dans la Renaissance. Plus tard, mais de toute façon, c'est Jeannette qui m'a suggéré de montrer d'autres dessins que j'ai fait à l'âge de 13-14 ans, parce que pour moi c'était une véritable découverte. Depuis mon enfance, j'étais très passionné pour les images. Même à l'école maternelle, j'étais toujours curieux de savoir comment ça marche. Il y avait une bonne sœur une fois qui lisait des extraits de la Bible devant un livre où il y avait des illustrations, mais je sais toujours de voir ce que c'était. J'ai jamais réussi. Mais là, et après, je feuilletais tous les livres où il y avait des images. Mais finalement, il y a eu, c'est seulement à l'âge de 12 ans, quand j'étais dans un endroit très paisible, au bord de mer, dans une sorte de collège avec d'autres personnes, que j'ai vu quelqu'un qui avait 2 ou 3 ans plus que moi, qui dessinait, à mon avis, à cette époque-là, de façon merveilleuse. Et moi, j'ai dit, c'est ça que je veux faire ça. Et alors, j'ai commencé d'abord en les copiant, les copier. Deuxièmement, il commençait à mettre 2 ou 3 personnages dans ce qu'il faisait, et moi, j'ai complété. Pour arriver finalement à quelque chose que moi, je considérais, finalement, j'ai fait quelque chose qui est tout à fait à moi. Et maintenant, en le regardant, je vais vous le montrer comme ça en vitesse, en le regardant, je me suis dit, mais tiens, mais moi j'en suis encore là, à savoir qu'il y a, je vais vous montrer, vous faites passer si vous voulez, il y a, je sais pas, peut-être 150 personnes là-dedans, et ce sont c'est une guerre, une lutte des corps. Et bon, sont dessinés de façon très naïve. Je ne saurais pas dessiner. C'est plutôt la mise en place d'un monde, selon moi. Tu avais quel âge à ce moment-là? 13 ans. Et est-ce que c'est une scène que tu as inventée ou est-ce que c'est issu d'une œuvre que tu as vue? Non, non, pas du tout. Monté, parce que moi j'ai regardé ce copain qui faisait cette chose. Il peignait surtout des batailles. Alors on s'est pris dans la romanité, dans les batailles, des choses comme ça, des choses qu'on étudie à l'école. Et là, je voulais faire moi aussi une bataille. Alors, Donc c'est une bataille, en fait, de corps qui sont, ce qui est intéressant, blancs, oui. Sur un fond sombre. Oui. C'est ça qui me semble toucher, et un peu un fil conducteur et toute une œuvre après. Oui. Donc cette bataille de corps, donc on vous le montre ici, plus, pour le regarder. Oui, et en plus... Vous pouvez le regarder, Ambrogio, on s'est donné okay, 20 minutes et pour aller en... Donc, peux-tu nous montrer la suite, s'il te plaît? Vous allez voir après. Parce qu'on s'est donné 20 minutes pour aller vers l'essentiel, vers partir à l'essentiel. Voilà, après, j'ai fait une première année du lycée artistique, j'avais combien? 14, 15 ans, et j'ai copié Léonard de Vinci, hein, parce que j'aimais bien. Et voilà, ça c'est un dessin que j'ai fait à l'âge de 15 ans, c'était une main, j'ai dessiné ma main. J'ai dessiné plusieurs fois ma main. Encore maintenant, il y a quelques 5-6 ans, j'ai ici un carnet où j'ai une dizaine de mains
sais pas, maintenant. Bon. C'est très étonnant parce qu'en fait, à ce moment-là, lorsque tu peins à la main, ou ici un cheval, Ça, c'est un... tu es dans le figuratif, tu es dans la Renaissance. Oui, oui, c'est Léonard de Vinci, ça. C'est une copie de Léonard de Vinci. Ça, c'est le Corrège, le Saint-Corrège. Oui. Et donc, j'ai copié, sauf que justement, à un moment donné, je me suis mis à copier quelque chose qui m'appartenait, ma main. Ta main, peut-être tu peux la montrer de nouveau, parce que ce qui me semble très étonnant avec cette main, que l'ombre portée est un trait. Oui. L'ombre portée indique déjà le signe, le trait. Voilà. Donc, fini la Alors, première exposition. Et donc, Ambrogio, Oui. donc tu étais dans le figuratif. Je me souviens. Oui, à ce moment-là, bien sûr. Donc tu es dans le figuratif, Oui. tu étais... pour moi, le fil conducteur avec ce qu'on voit aujourd'hui, pour faire le saut avec ce que, Oui. où nous en sommes aujourd'hui, c'est le sfumato, n'est-ce pas? Oui. Alors, Tout à fait. le sfumato de Leonardo da Vinci. Oui, parce que pour moi, les personnes, les artistes que j'admirais le plus quand j'étais enfant, c'était Léonard de Vinci, d'abord Michel-Ange, mais par la suite je suis passé à Léonard de Vinci, et un peu plus tard Rembrandt et Paul Klee. Bon, vous voyez un peu, je ne sais pas s'il y a une filiation entre les uns et les autres, mais moi je suis passé par là. Naturellement, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup aimé d'autres peintres, de Giotto à Velázquez, je sais pas, à Picasso, dont j'ai même fait une étude approfondie sur une question qui n'a jamais été affrontée, c'est-à-dire la raison pour laquelle Picasso, à un moment donné, il commence à faire une peinture monochrome. Et là, j'essaie de donner une réponse. Je ne peux pas publier ça parce que les héritiers de Picasso m'étaient déçus, parce que j'ai mis une cinquantaine d'images, hein, c'est trop cher, on ne peut pas réaliser ça, donc je les garde précieusement dans mes affaires. Oui. Mais si tu veux bien, pour revenir vers ton œuvre à toi. Oui. Alors, comment s'est opéré ce passage du figuratif vers l'abstraction que nous voyons là en face, justement? Oui. Il faut d'abord une chose. Moi, j'ai fait une partie de mes études en Allemagne, à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, et j'y suis allé exprès, parce que je suis allé avec une bourse d'études, parce que j'étais intéressé à la peinture de Klee, Kandinsky et ces gens-là. Et c'est là que j'ai travaillé beaucoup sur, je te même montré presque de réinterprétation de la peinture de Paul Klee, et surtout, dans cette école, on n'apprenait pas la figuration ou l'abstraction. On posait des questions. On posait des questions sur le signe, sur l'espace. Moi, j'ai fait beaucoup de discussions avec l'assistant à l'académie sur la question de l'espace. Pourquoi j'étais hanté depuis toujours par la question de l'espace? Voilà, l'espace pour moi est quelque chose de très important. C'est un peu compliqué de dire pourquoi, mais ça revient. Par exemple, ma première thèse à l'Académie des Beaux-Arts de Milan, et c'est sur le concept d'espace dans la sculpture égyptienne. Et par la suite, maintenant, j'ai l'intention de faire prochainement une conférence sur l'espace, sans prétention, mais sur ma façon d'entendre l'espace. Voilà. Alors, donc, oui, pour revenir à ça. Oui, pour que les aveugles puissent rentrer dans ton univers. Oui, alors, la question de l'espace, c'est précisé pour moi. Quand j'ai fait cette visite dans les grottes préhistoriques, qui m'a permis d'imaginer qu'il y a quelque chose qui vient, qu'il y a toujours une image qui est derrière l'image. Et cette partie arrière de l'image est quelque chose de très important. Et moi, j'ai mis en relation cette partie arrière de l'image avec ce qui est mon arrière-pensée, ce qui est derrière la vision finalement. Moi, je vois une chose, mais en réalité, qu'est-ce que je vois? Ou quand je vois une chose, comment je l'interprète? Et donc, j'ai essayé depuis de montrer quelque chose qui est à la fois présent, mais à la fois qui se fond dans le fond, qui rentre dans le fond. Hein? Et à travers ce que toi tu suggérais comme pourquoi l'abstraction, moi j'ai trouvé que, ayant vu les peintures que j'ai vues dans la grotte préhistorique, elles étaient abstraites. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette querelle aujourd'hui entre abstrait et figuratif, alors qu'il y a 6000 ans, on faisait ce qu'on appellerait de l'abstraction sans se poser la question. La question c'est quoi? C'est ce qui est important, c'est ce que cela signifie.
ou ce que ça représente, ce que tu donnes à voir, je dirais plutôt. Parce que si on regarde les œuvres qui sont montrées ici, Oui. Ambrogio, pour moi c'est une peinture très gestuelle. Oui. Qui est gestuelle, c'est une peinture gestuelle. C'est comme s'il y a des présences, des corps qui nous échappent. Oui, c'est vrai. Tu m'avais parlé lors d'une de notre discussion de l'annonciation. Oui. Justement, ce triptyque qui est une annonciation. Alors, comment tu procèdes? Tu peux nous dire comment ton œuvre, comment tu Oui, procèdes? dans ce cas-là, Oui. par exemple, moi je travaille, j'essaie toujours d'explorer une forme ou une autre, etc. Et un jour, en accrochant différentes œuvres, tout à fait par hasard, j'ai remis cette toile-là. Et je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose. Et ce que cela m'a rappelé, c'était l'idée de l'annonciation telle qu'on l'a conçue autrefois, dans l'annonciation italienne, par exemple. Et là, j'ai fait donc je suis allé repêcher les annonciations anciennes, dont celle dans homonyme Ambrogio Lorenzetti, hein, où on voit deux personnages, l'ange qui annonce et la Vierge, qui s'adresse la parole. Et la parole est inscrite sur le fond or. Alors la parole qui va de l'ange à la Vierge va de gauche à droite. Par contre, la Vierge s'adresse à Dieu. Et en s'adressant à Dieu, ces mots sont écrits de droite à gauche, donc à l'envers. Moi, j'ai trouvé ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a fait penser à l'importance de la parole comme moyen de dire le mystère, de dire ce qu'on ne sait pas. Ambrogio, alors est-ce que tu peux nous expliquer? Donc ça, c'est tout ton univers. Oui, voilà. Mais comment tu c'est des aquarelles, Oui. Quelle matière? Comment tu travailles? Oui, il faut dire, bon, je voulais commencer d'un peu loin, mais... Concrètement, là, cette œuvre, comment tu l'as fait? Concrètement. Ben, je pense un peu, si j'ai commencé à faire des choses en noir et blanc, c'est-à-dire avec l'encre de Chine, c'est parce qu'à un moment donné, en travaillant beaucoup sur la couleur, j'avais le sentiment que la couleur est en train de m'échapper. Parce qu'il y a quelque chose dans la couleur qui est très, très difficile, c'est sa maîtrise. Et la maîtrise de la couleur, parce que la couleur, c'est ce qui nous échappe. On peut être transporté, on a une bonne main, on trouve facilement des accords, etc., et ça risque de nous échapper. Et là, j'ai voulu faire marche arrière, c'est-à-dire je reviens maintenant aux fondamentaux, et j'essaie de deviner un peu comment peut-on construire une forme. Quelle peut être sa manière de la construire, pour revenir autrement à la peinture, en attribuant Ambrogio, donc là, c'est à l'encre de Chine? Oui. À l'encre de Chine, mais c'est très étonnant parce que l'encre de Chine, souvent, c'est des lignes. Ah, bien sûr. Et en fait, là, c'est un pan, c'est des gestes. Ça devient une peinture gestuelle. Oui. Alors oui. comment... Parce que tu prends des grands pinceaux, je vois toujours pas. Non. Je vois toujours pas. Non, là par exemple, j'utilise des moyens que je connais. Moi, j'ai fait des copies de Rembrandt à une époque, des gravures, je veux dire, et j'admirais beaucoup le naturalisme. Donc, l'idée du trait, du sfumato, comme toi tu le disais, moi, je ne l'utilise pas dans le sens de éclairage d'une forme, mais dans le sens de structuration d'une forme. Donc, indépendamment dans l'éclairage, parce que ces formes-là, elles s'inscrivent, elles rentrent dans le blanc du fond. Tu vois? Oui, ce qui est intéressant, on voit le triptyque là en oui. face. Alors, c'est... il y a une présence, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, est-ce que... On ne sait pas. Est-ce que c'est un courant, un mouvement? Oui, mais écoute, là... Donc, oui. Tout ce que tu parles, ça tu l'as dans ta tête. Oui. Après, tu fais le vide et tu fais ce geste, comment? Parce qu'il y a deux choses qui m'intéressent. J'ai toujours essayé, depuis toujours, même dans les tableaux qui ont l'air d'être les plus abstraits,
abstrait, bon, moins, où il y a moins de formes reconnaissables, j'ai toujours essayé de dire quelque chose qui m'évoque l'idée du corps. Encore imaginé, encore rêvé, il faut le prendre comme on veut, c'est-à-dire quelque chose de corporel, quelque chose de physique. Et là, ce qui m'attire dans toute l'idée du corps, c'est d'abord une idée du mouvement, et l'autre chose, c'est une certaine sensualité. L'idée du mouvement, je la construis avec l'organisation de formes, et la sensualité, c'est la couleur. Souvent, moi je trouve, je peux le dire comme ça, c'est un peu, comment dire, c'est peut-être pas injuste de le dire de cette manière-là. Moi j'utilise la couleur pour séduire la personne qui regarde. Parce que c'est à travers cette séduction qu'elle passe ailleurs. C'est arrive à dépasser le stade de la séduction. Ah, moi, nous deux, on a eu des belles discussions justement de Roscoe, n'est-ce Oui. pas, de Roscoe. On s'est dit, ce pan de mur de Roscoe, qui, lorsqu'on s'éloigne d'un certain nombre de vues, tout à coup se met à vibrer. Oui. Et nous regarde. Oui. Pour moi, ton œuvre est de ce côté-là, que tout à coup, il y a tu parles du mystère, quelque chose nous regarde. Oui. Là, par exemple, et c'est justement, c'est indéfinissable. On ne sait pas. Est-ce que c'est... on ne sait pas. C'est quoi? C'est quelque chose qui est passé, qui a traversé, qui... C'est quoi? Mais c'est... Comment dire? Il y a une cohérence dans tout ce que tu montres. Moi, ça me rappelle même la danse. C'est les figures qui dansent, mais où le corps nous échappe. Et ce qui reste, c'est cette présence lumineuse, cet espace de couleur. Oui, mais... Oui. Non, comment on peut cerner Mais moi j'essaie de faire cette ça. présence? Oui, moi j'essaie. Comment cerner, je ne sais rien, mais j'essaie de faire ça parce que je ne suis pas satisfait de ce que je vois. Comme je disais tout à l'heure, je vais faire quelque chose pour avoir quelque chose à regarder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir, dans mon sentiment que j'ai vis-à-vis de la peinture, il doit y avoir quelque chose qui m'attire, qui m'émeut, qui fait quelque chose que... et j'essaie de communiquer ça. Naturellement, je ne suis pas sûr de réussir tout le temps, parce que finalement, j'ai entendu aussi bon, quand on parle de ma peinture, on dit « Ah, mais c'est une peinture féminine, c'est une peinture de flou, etc. etc. » Mais quoi? C'est féminin, ce que vous voyez là? C'est pas féminin du tout. Je l'habille autrement. Ça, c'est la question. Je l'habille autrement pour faire en sorte que la personne qui regarde soit à la fois séduite par la couleur en premier, mais qu'après, si elle regarde, parce que c'est ça, c'est pour attirer le regard, la couleur. Si elle regarde, et c'est bien le problème, parce que tu disais au début, nous sommes tous des aveugles. Oui, nous sommes tous des aveugles parce qu'on n'a pas appris à regarder, parce qu'on pense que regarder, c'est quelque chose que nous connaissons déjà et que nous avons vu. En réalité, regarder, c'est un travail. C'est un travail. Tu parles de Rothko. Mais Rothko, combien de personnes passent devant la peinture de Rothko sans la voir? Oui, mais ce qui m'intéresse, j'ai envie d'ouvrir la discussion. Qu'est-ce qui nous touche? Pour moi, on a parlé de Rembrandt. Pour moi, Rembrandt, c'est un des premiers où il y a la figure, mais ce qui compte, la figure n'est quasiment plus là, c'est l'espace. C'est l'espace qui enveloppe cette figure. Et pour moi, dans ces c'est-à-dire, là, lorsqu'on regarde tout ce qui est exposé, c'est une sorte... parce qu'il y a des perceptions... C'est une perception corporelle que tu dis, qui se traduit par des couleurs, un certain rythme. C'est très rythmé, c'est très musical. Là, tu peux nous parler plus, nous dire plus sur cette peinture? La grande. Oui. Oui. Question musique. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la musique. En plus, pas seulement la musique classique, mais la musique jazz, parce que j'ai joué un peu de jazz à un moment donné. Et ce qui m'intéressait dans la musique, c'était justement la rythmique. La rythmique et le fait de traduire avec la sonorité comment dire,
des sonorités imprévues, des sons imprévus, des sons notamment dans la musique jazz, avec ce qu'on appelle la blue note, etc. Il y a des sonorités qui nous touchent, justement. Et c'est peut-être ça. Moi, j'ai fait un triptyque assez grand, ça fait 4 mètres sur 2 mètres, un peu 3 fois cette fois-là, que j'ai intitulé Conversation. Et pourquoi? Parce qu'à l'origine, moi, quand j'ai joué la batterie à l'époque, j'avais beaucoup d'admiration pour un batteur américain qui s'appelait Max Roach, qui était à cette époque-là le maximum. Et j'avais entendu de lui un enregistrement de 53 avec Charlie Parker, Charlie Mingus, Bud Powell et compagnie, où il faisait un solo. La solo était divisée en 3 parties. Il y avait un début, une partie centrale et une fin. Or, cet enregistrement avait été fait de façon artisanale par Charlie Mingus, donc un enregistrement, vraiment, on se disait, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ce qu'il y avait de particulier, c'était que les sons semblaient venir d'un autre monde, d'un monde très lointain, et qu'à un moment donné, cette rythmique était liée à cette apparition d'un son qui venait de loin. C'est exactement ce son que j'ai retrouvé dans je peux dire comme ça, dans la peinture préhistorique. C'est-à-dire quelque chose qui vient de loin et qui en même temps est présent. Et qui en même temps est très présent. Est-ce que tu veux dire que, en fait, tes œuvres, enfin ton univers, nous donnent à avoir une perception très archaïque d'un rythme? On parle de rythme, on parle de musique, on parle je peux avoir la prétention de dire, je sais que beaucoup de peintres peuvent dire des choses, donc ne prenez pas sérieusement ce que je dis, mais quand même, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui est présent chez beaucoup de peintres. Par exemple, on parlait de Saipong. Saipong aussi creuse dans les vides. Alors pour moi, l'expérience de cette idée de creuser dans les vides était liée à une expérience spécifique qui était celle de la vision des grottes préhistoriques, qui m'ont donné, ou de l'étude des grottes préhistoriques, qui m'ont donné une conscience très précise du rapport que je peux avoir avec la peinture. Donc, je pense toujours à ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, on a parlé de l'apparition, la disparition, c'est-à-dire, tu montres un terme épiphanie, cette émergence de quelque chose qu'on sent. Oui. C'est des espaces très tactiles en fait, ce que Oui. tu montres. C'est un espace tactile qu'on perçoit et tu laisses justement ce mystère qu'on ne sait pas exactement, mais c'est ce sentiment-là de sentir quelque chose, de percevoir. Mais moi je crois que c'est le problème de tout le monde, peut-être qu'on a besoin de voir quelque chose qui nous parle, et qui soit en même temps apaisant, qui ne nous agresse pas. Moi, je connais beaucoup de peintres qui ont 10 fois plus de métier que moi, et qui font des choses qui sont très bien, qui sont même des très bons peintres, reconnus, etc. Mais je n'ai pas cette approche-là. C'est-à-dire que j'ai une approche différente, je me situe de façon un peu plus intime, un peu plus en arrière, un peu moins comment dire, un peu moins... J'aime pas l'agressivité. Donc c'est pour ça que Kandinsky, qui était justement Ton Enclave, tout ça qui allait ensemble. Donc un certain rythme, une certaine proportion, harmonie, j'aime pas trop. Les couleurs, tu utilises quel genre de couleurs tu utilises? En fait, c'est très proche, c'est des aquarelles. Oui, et sinon c'est de l'acrylique, de couleur, d'abord couleur en poudre que je vais choisir moi-même. Ah justement, il faut dire une chose, on aurait voulu en parler avec Claude Ravant, qui n'est pas là malheureusement. Claude était venu une fois chez moi, il avait vu cette peinture-là. Il était intrigué parce qu'il me disait, mais comment tu réalises tes toiles? Cette toile-là, elle a une trentaine d'années, donc elle n'est pas née hier, mais elle se tient encore, comme si elle l'avait faite hier matin. Et alors je lui ai expliqué comment j'ai procédé. D'abord, je me suis dit, moi je n'utilise pas les toiles industrielles.
j'utilise la forme industrielle que je retourne pour avoir quelque chose de plus solide, et je prépare moi-même, avec plusieurs couches de blanc léger, la toile jusqu'à avoir le blanc qui me convient, c'est-à-dire mon blanc à moi, mon mur à moi. Et qu'à partir de là, je vais faire la même opération que j'ai dû faire chez les hommes préhistoriques, c'est-à-dire je creuse, je sors quelque chose. Mais comment? Au début des années 80, quand je faisais des grands tableaux comme ça, j'étais assis devant une toile, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je regardais tout le temps le blanc, et à un moment donné, pour un effet optique, hein, ce blanc devenait du noir, du gris. Hein. Et en même temps, ça m'a posé la question, mais ce noir-là, c'est aussi le noir de ce que moi je ne sais pas. C'est le noir de mon non-savoir. Et moi, je voulais essayer d'extraire de ce noir quelque chose. Et je le faisais avec quoi? Avec une matière que j'ai choisie, pas n'importe laquelle, sur un support que j'ai choisi, pas n'importe lequel, pour dire quelque chose qui me signifie, même si au départ c'était peut-être une couleur, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est par exemple cette matière-là. Je parle de couleur, mais en réalité c'est matière que j'utilise. Donc c'est cette matière-là que j'utilise, et à partir de cette matière-là, je veux mettre en place quelque chose. Je fais un premier signe, après j'en rajoute d'autres, et comme ça, peu à peu, prend naissance ce que j'aurais pu imaginer faire au départ, mais que je n'arrivais pas à savoir comment faire. Et finalement, j'arrive à la fin et je me dis, ah tiens, je l'ai raté beaucoup, hein, comme, de cette manière-là, parce que souvent on se laisse emporter par le geste, oui, parce qu'il y a l'habitude. Ambrogio, alors on Oui. était donc, on va regarder un peu, Oui. peut-être après on va laisser, parce que les 20 minutes sont passées là, aussi aux personnes là, s'ils ont des questions à te poser, mais je pense que ce qui est central, ce que tu viens de dire, c'est le blanc, l'espace du blanc, en fait que le fond est un espace sur lequel tu fais vibrer pour moi des gestes. Oui. Des gestes, des passages, des mouvances, une présence qui nous touche justement. Quelque chose que tu sais, que ton pinceau qu'on voit quand même, qu'on sent, qui essaye de toucher quelque chose. Et peut-être c'est ça que tu nous communiques là. C'est parce que je vois ça, ce geste, tu communiques ce geste. Non? C'est peut-être ça la peinture, de rendre visible quelque chose que, de manière haptique, que tu touches. Et ce qui semble très important aussi lorsqu'on voit cette aquarelle-là, c'est justement la disposition entre l'ombre et la lumière. Donc tu laisses beaucoup, ce qui je trouve beau. Ta peinture elle est nullement bavarde. Merci. Alors tu laisses parler l'espace. Oui. Alors quand est-ce que tu t'arrêtes? Donc tu fais des touches. Alors moi c'est la question que je me dis. Alors on voit pas les traits qui commencent. Il y a un mystère. Comment tu fais pour moi? Comment je fais par exemple cette aquarelle-là, voilà, cette aquarelle-là, je place d'abord une couleur et ensuite une autre. Et après j'essaie d'établir un lien entre les deux parties en suggérant une idée de dynamisme, de mouvement. Mais je fais en sorte que ceci sera en accord avec, non pas le cadre, mais l'espace blanc, parce que ce cadre-là, finalement, peut continuer à l'infini. C'est un blanc que j'ai découpé en morceaux de l'espace, dans lequel, dans l'espace physique, que je transforme en espace imaginaire, dans lequel je vais introduire cette idée, des rapports aux choses que j'entretiens depuis toujours, c'est-à-dire suggérer une idée de dynamisme, une idée du corporel, de physique, et en même temps l'accentuer avec la présence de la couleur. Parce que lorsqu'on a parlé de l'Annonciation, enfin moi je suis aussi de la Renaissance, alors dans la Renaissance, il y a justement cet espace dans la rencontre de l'ange Gabriel avec la Vierge, et souvent il y a aussi des points de perspective, et il y a toute cette luminosité qui se dégage entre les personnes, et pour moi, c'est aussi des tâches parfois, pour moi tu es de ce côté-là, il y a cette Oui, mais ça c'était...
Écoute, mais ma formation à moi, mentale, je veux dire, Oui, j'ai commencé quand vous avez vu la copie Léonard de Vinci. Après, quand j'ai fait l'académie, j'avais 20 ans, etc., j'ai voyagé partout en Italie, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Et donc, j'ai pris conscience de cette chose qui est là, dans l'histoire. Mais après, j'étais intrigué par autre chose. Alors, j'ai découvert l'Allemagne, Paul Klee, tout le monde, Paul Klee pour dire, et la culture allemande, surtout. Et après, la culture française. Donc, moi, je suis un peu au milieu de tout ça. Je navigue un peu à vue, mais finalement, ce sont ces trois éléments-là qui font mon identité. Je ne peux pas dire, bien sûr, ce qui prime, ça peut être certainement là. oui, mais je dirais, pour parler de ton œuvre, parce que ça, tout ça, tu as digéré, heureusement, tu l'as digéré pour amener une œuvre qui pour moi est très, quasiment céleste. C'est un truc c'est comme, comment, enfin, genre céleste dans le sens aérien. On perçoit là des vibrations, là c'est très proche aussi, là ce dessin-là, comme si c'était juste des velutes, des plis, Oui. un plissement. Oui. Pour moi, c'est de cet ordre-là. Mais c'est ce qui fait, mais en regardant la peinture ancienne, souvent, les choses les plus importantes ne sont pas, tu le sais mieux que moi, ne sont pas celles que nous considérons le sujet. Mais ce sont ce que Daniel Arras appelait les détails. C'est-à-dire les parties que personne ne regarde parce qu'elles font partie de l'ensemble. Mais en réalité, c'est là que se joue. C'est là que se joue la peinture. Oui, tu vois, et lorsqu'on regarde les trois, ce triptyque, Oui. ce que je trouve, on ne connaît pas. J'étais allée voir l'exposition de Saint-Montby. Oui. Alors, on voit très bien, c'est la grande histoire des mythes et tout ça. Et on s'est dit, il doit avoir quelque chose de très précis dans la tête, mais après, le résultat, c'est tout à fait autre chose. Et ça reste son secret. C'est ça son histoire. C'est ça, c'est le mystère. Toi, c'est pareil. Il y a là quelque chose, on dit, Ambrogio a dû avoir des scènes dans sa tête et tout ça. Mais ce qui reste, c'est juste ces espaces. C'est quels espaces, c'est quoi? Ben, je suis très mal placé pour parler de ma peinture. Moi, Je me dis, lorsque tu peins, est-ce que tu as quelque chose, ton espace mental, est-ce que tu as des choses dans la tête ou est-ce que... Ah oui, j'ai toujours des choses dans la tête, mais je sais... Non, mais quoi, tu as un décélération? Non, tu as quoi dans ta tête? Non, bien sûr. Quelque chose dans la tête dans le sens que... Quoi oui, dans le sens qu'il y a toujours quelque chose qui me pousse à... par exemple, quand je fais ces choses-là, c'est un travail très pénible. Parce que c'est fait avec des petits traits, comme dans la gravure de Rembrandt, ou comme dans le dessin de Léonard de Vinci, le feu de Soumat et compagnie. Non? Donc, trait par trait, j'ai construit quelque chose, je me suis dit non, ou bien non, je renforce cette partie-là parce que c'est là qu'il faut aller. Et après, je continue et je trouve qu'il faut modifier ça. Et comme ça, peu à peu, naît cette chose-là, que moi je ne saurais pas définir, je veux dire, mais c'est une chose qui est liée au passage de l'optique c'est-à-dire de la vision, du regard, mais en même temps, quelque chose qui me fait réfléchir sur ce que je fais. Je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je me le demande. Hein? Et c'est après, je m'arrête et je dis, bon, je ne peux plus y toucher, c'est fini. C'est peut-être cette émergence, cette perception que tu donnes à voir, mais qui reste mystère. C'est une perception. On ne sait pas, est-ce que c'est un paysage, est-ce que c'est un genou, est-ce que c'est oui. une montagne, on ne sait pas. Oui, mais en même temps, je trouve, en même temps, je ne sais pas pour valoriser ce que je fais, mais c'est bien d'avoir quelque chose qui nous permet de faire marcher notre imagination. Absolument. Voilà. On n'est pas obligé de dire, bon, vous voyez, maintenant c'est ma tante assise sur un fauteuil, dans un fauteuil.
ça s'est fait et ça s'est fait très bien, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment de vivre dans un monde où les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles l'étaient il y a un siècle ou encore il y a 50 ans. C'est-à-dire, on est passé en vitesse à une époque où la perception du temps et de l'espace ont muté profondément. Et tout nous échappe. Et donc, moi, j'essaie d'arrêter le peu que je peux arrêter, tenant compte de tout ça. En ce sens, je m'inscris dans ce temps. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de réminiscence d'une perception que tu... Parce que c'est justement ça la qualité. Qu'il y a cette... ce mystère, moi, je veux donner la parole au public. C'est peut-être... Qui peut poser d'autres questions. Moi, j'ai envie de dire quelque chose parce que je sors d'un autre travail et en vous écoutant, les deux, je pensais au théâtre et je pensais à John Fosse qui dit, à propos d'événements qu'il a vécu, il ne reste que ce que j'ai entendu et vu et que c'est ce quelque chose qu'il ne peut même pas nommer que je veux montrer dans mon théâtre. Et bon, c'est un contemporain aussi. Hein. Et je pense que c'est intéressant par rapport à notre époque où tout va, où on ne peut pas saisir justement les choses, de capter quelque chose qui serait infraverbal, hein, parce que ça ne peut pas se dire avec une représentation, tel point que dans son théâtre, il parle de figure, il ne parle pas de représentation. Il me semble que ça aurait à voir avec ça. Quelque chose dont on ne peut rien dire d'autre que d'essayer de le figurer, de le montrer. Il dit, je voudrais le montrer. L'indicible, l'indicible. C'est pas nécessairement l'indicible. C'est quelque chose qui me semble, ce que vous dites me paraît extrêmement fort, parce que ça me semble représenter l'art en général, bien sûr, et particulièrement la peinture d'Ambrogio. C'est-à-dire quelque chose qui est à l'origine des choses. Tu parles beaucoup de ce qui est à l'origine du blanc, hein, le blanc ou le noir, le blanc, et qu'est-ce qui vient à partir du blanc? C'est-à-dire ce quelque chose qui nous représente, qui est quelque chose de nous, mais qui est toujours en phase de représentation. C'est-à-dire qu'on passe du blanc à l'être, mais l'être est toujours représenté. Il n'y a pas l'être, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas l'équivalent du blanc. Il y a quelque chose qui apparaît, et c'est dans cette apparition qu'on entend bien ce que tu... D'ailleurs, on n'a pas arrêté de parler de ce qui naît, de cette naissance, du triptyque de la naissance, de l'ange Gabriel, de la Vierge. On est toujours dans ce thème où tu es comme entre deux, entre eux deux et entre deux, où tu es dans cet espace vide entre l'ange et l'ange qui est magique, qui dit quelque chose dans le sens où on l'entend, hein, comme vous faisiez remarquer, comme qu'on entend bien, et qui est en même temps magique. Et puis il y a la Vierge, avec dans tous les peintres, on a à chaque fois des représentations différentes de comment la Vierge reçoit l'incroyable. L'incroyable, c'est la naissance, parce que la naissance reste toujours, on aura beau expliquer à l'infini scientifiquement comment ça se fait, tout ça c'est très bien, mais l'enfant que tu es, qui te fait parler, touche l'extrême inquiétude, l'extrême interrogation sur qu'est-ce qui fait qu'on est passé du néant, le noir complet, noir et blanc, la caverne, on est vraiment dans cette caverne, et puis tout d'un coup dans la caverne apparaît quelque chose. On est entre le rien et quelque chose qui apparaît. Et il me semble que dans chacune de tes œuvres, tu essayes d'attraper quelque chose apparaît. Quelque chose est là, en voie de constitution, par la suite ça va devenir ce qu'on voudra, et avant c'était le blanc, mais tu es dans ce mouvement intermédiaire, cette phase intermédiaire. On a l'impression que quand tu travailles, voilà ce que ça produit, c'est quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui dit ça va apparaître. Ça fait penser beaucoup à la phénoménologie, au clignotement phénoménologique. Ce qui apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir, arrêter. Oui. Pour moi, c'est très psychanalytique. Oui, mais ça peut aussi, ça va bien avec la phénoménologie. C'est très psychanalytique parce que, à travers
les patients qui racontent des histoires de tous les jours, on dort à moitié, ou d'ailleurs, du côté analyste, on est plutôt endormi, on est bercé par une parole. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose qui est dans la banalité de la parole. Et il y a un mot, un signifiant, dont vous avez commencé par parler du signe qui devient signifiant, c'est tout à fait ça. C'est le signe est devenu signifiant. On va parler, non, c'est pas vous qui avez parlé, excusez-moi. Mais c'est tout à fait ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de cette masse de signes, et ça devient tout d'un coup un signifiant. Signifiant qui va s'accrocher, comme tes peintures. Voilà le bleu, qui va avec ce jaune-là, puis c'est rouge, et puis tout ça accroché ensemble. Et comme tu dis, ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'infini, ça peut être cette peinture-là, elle peut faire 10 mètres, elle peut faire 20 mètres, elle peut faire toute une vie. Quoi. Elle peut faire rien toute une n'est vie. fixé. Tout est possible dans votre peinture. Oui, c'est le bonheur et le malheur de ma citation. Parce que... De nous tous, t'inquiète pas. Oui. Ça, ce qui vient d'être dit va bien dans le sens que je pensais, au sens où c'est comme si c'était une recherche de ce qu'il y avait avant le regard. Oui. C'est-à-dire Oui, le champ, oui, le champ du visible qui est métaphorisé par des signifiants. Et qu'est-ce qu'il y a avant? Alors, j'avais vu les projections des grottes, et ce qui m'avait le plus frappé, c'était que les peintures venaient dans la grotte. D'abord, c'est pas, ils sont dans le vide, hein, quelque part. Un vide qui est bordé, mais ils sont dans le vide. Et les peintures venaient lorsque on n'entendait plus le bruit de l'extérieur. C'est-à-dire que dans les chemins des grottes, il n'y avait pas de peinture, et à un moment donné, il y a des peintures. Et vous avez remarqué que c'est le moment où on n'entend plus le dehors. Oui, c'était... Oui, c'était pas seulement moi, c'était aussi Jean Davio ici présent. Oui, il a fait une expérience particulière. J'avais remarqué moi ça aussi. Oui, avec une caméra vidéo où il est rentré, il a filmé, etc. Il a remarqué qu'à un moment donné, quand il y avait le silence absolu, il y avait les images. Voilà. Moi, je n'ai pas fait exactement la même expérience parce que de toute façon, il n'y avait pas de bruit là où j'étais. Il n'y avait pas de bruit. J'étais à 28 mètres sous terre, on n'entendait rien, silence absolu, noir absolu. Et la seule chose, c'est le bruit des pas quand on bougeait sur un terrain escarpé et la torche qu'on avait. Mais il y avait le silence absolu. Ça, c'est... La nécessité de représenter là où il y a plus de son, plus percevable. Oui. De représenter ce qui n'est pas là, enfin ce qui était, mais ce qui n'est pas là. Oui, certainement. Moi, en même temps, je trouve qu'il y a une très grande unité dans ce que tu fais. Tu vas dans les œuvres qui sont ici. Par exemple, ici, il y a cette vibration où tu passes de l'orange ou, je ne sais pas, orange, rose, vert, cette vibration des couleurs. Je peux dire quelque chose là-dessus? Oui. En effet, une de mes préoccupations plus importantes, j'étais un peu fou depuis les années 80, j'étudiais les théories de la couleur et je m'étais piqué de faire moi une théorie de la couleur. Je suis allé à l'Institut de la couleur qui était ici à Paris, je ne sais pas s'il existe encore, je leur ai proposé quelque chose et ils m'ont dit, ben, continuez. Et en effet, par rapport au cercle chromatique que tout le monde connaît, où il y a le rouge, vert, bleu, orangé, etc., je me disais, mais moi j'aimerais bien faire un vert qui soit rouge. Pourquoi un vert ne peut pas être rouge? C'est-à-dire pourquoi il ne peut pas y avoir cette chose-là? Et cette chose-là, on peut l'obtenir un peu avec l'aquarelle, c'est-à-dire avec les superpositions de l'aquarelle ou de la peinture diluée. Parce que vous passez le sentiment d'un rouge, mais en même temps c'est vert. Et ça m'intriguait beaucoup, parce que je voyais que cette chose-là, Paul Klee avait exploré aussi ce monde de l'ambiguïté, de la précision de la couleur. C'est-à-dire il y avait beaucoup de petits tableaux, par exemple, il y en a un ici à Beaubourg, qui s'appelle Sonorité ancienne, où il y a des petits
petits carrés comme ça qui se perdent, qui sont d'une couleur, amènent d'une autre, qui se perdent dans le fond, etc. Et ça, j'ai trouvé, bon, je peux dire la mienne sur Paul Klee, moi je trouve que s'il y a quelqu'un qui a vraiment révolutionné l'espace dans notre époque, ce n'est pas Picasso, ce n'est pas les Américains, qui ont d'ailleurs fait des choses extraordinaires sur la question de l'espace, mais c'est Paul Klee, non pas parce que ce soit visible dans son œuvre, la question d'une réinvention de l'espace, mais parce qu'il a suggéré l'idée d'une multiplicité d'espaces, c'est-à-dire qui est beaucoup plus proche de nos sensibilités à nous. Moi, si je dois me référer à quelqu'un aujourd'hui, j'ai étudié beaucoup la peinture de Pollock, je l'ai vu des centaines et des centaines de fois, je l'ai commenté, etc., de Kooning, de Rothko et d'autres. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ça c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, j'en ai profité d'ailleurs. Mais en même temps, je me suis dit, il y a quelque chose là qui manque. Et c'est quelque chose là qui manque, je l'ai trouvé dans la peinture de Paul Klee, sous une forme qu'aujourd'hui on dirait, oui, mais c'est des choses. Non, mais c'est le sentiment qui agite sa peinture qui est intéressant. Le sentiment, quand je dis sentiment, c'est la précision du sentir à propos des choses qu'il montrait. C'est un peu comme ce que Picasso disait de Cézanne. Ce qui nous intéresse, c'est son anxiété. Voilà. Ce qui nous touche, c'est son anxiété. Et c'est ça que moi, personnellement, je trouve dans la peinture de Paul Klee, non pas l'anxiété, mais je veux dire, cette multiplicité des vues qui font en sorte que je le sens beaucoup plus proche de moi aujourd'hui que par exemple la peinture de Pollock. Parce qu'une fois examiné tout ce que Pollock a fait, je me suis dit, il a fait un bon parcours, il a fait un parcours exceptionnel, c'est un peintre extraordinaire. Et qu'à un moment donné, il arrive au tableau qui est toujours à Beaubourg, qui est une sorte de silhouette sur fond gris, blanc-gris, et où il essaie de... Je crois que c'est peut-être une des ultimes toiles qu'il a fait, où en même temps vous ne savez pas si ce que vous voyez c'est une fente qui s'ouvre à partir d'un espace blanc, ou bien si c'est une silhouette qui émerge à partir d'un espace blanc. The Deep. The Deep, je crois. The Deep, oui, il s'appelle The Deep. Voilà, voilà. Et donc, une fois que vous avez fait le tour de la peinture de Pollock, vous dites c'est génial, c'est extraordinaire. Mais personnellement, ça ne suffit pas. Je regarde encore Paul Klee, Oskar Schlemmer, les gens du Bauhaus qui ont fait des choses de ce point de vue-là extraordinaires, mais qui ont été relégués aussi. Vous pensez un peu, excusez-moi si je parle un peu, mais maintenant je m'arrête aussi. Je pensais un peu à la peinture d'un peintre qui est tant connu, parce que Paul Klee, tout le monde le connaît maintenant, mais Oskar Schlemmer, personne ne le connaît, ou très peu de gens le connaissent. Je me souviens que quand il y a eu l'exposition Paris-Berlin en 1979 ici, que il y aura une grande exposition Oskar Schlemmer à Metz dans quelques mois. À Metz, À Metz, à Metz. Ah oui. À Metz, ce centre Pompidou, donc ce retard va être... Alors, en gros, je pense à... Parce que moi, je parle aux aveugles là, à moi-même d'abord. Alors, je vois ce tableau-là au fond. Tu vois, je me dis, c'est gonflé, c'est totalement gonflé. Donc, il y a ce fond, on ne sait pas très bien ce que c'est un fond blanc, il y a un peu un bleu, et puis il y a des traits verts, jaunes, c'est comme une sorte on parlait de danse, de rythme, de traits comme ça, en même temps, un bouquet, comme un bouquet en même temps, et après je me dis, c'est gonflé, au-dessus il met du blanc. Donc moi je me souviens des discussions que nous avons, parce que c'est toujours un grand plaisir de parler avec un Borroccio, peinture ancienne. C'est un artiste, il perçoit la peinture vraiment au niveau pictural, des traits, la sensualité, cette couleur avec cette couleur-là. Nous ne sommes justement plus dans le signifiant. On est juste dans cette résonance de couleurs et comment c'est orchestré, cette résonance des choses. Et je dirais le pan de Proust, le pan blanc de Proust. Et c'est ça que tu me fais toucher. Tu parles de la musique. La musique, justement, on n'est pas dans... Lorsqu'on entend la musique, on se repose de toutes ces significations. Et c'est pour ça peut-être cette harmonie que tu cherches, et c'est dans ces résonances, et c'est peut-être là l'harmonie, certaines couleurs, harmonie des couleurs, comme en musique, fonctionnent ensemble. Et
et c'est peut-être... ouais, voilà, c'est un peu ça que je mets ici. Je sais que je sens que de cerner, ça repose comme lorsqu'on entend la musique. Pourquoi la musique est tellement merveilleuse? Parce qu'on oublie toutes nos conneries, et on est là dans la résonance, ceci, et on est dans une autre perception. C'est cette perception-là. En audio, peut-être qu'on peut dire aussi à Jeannette que ce tableau, normalement, il aurait dû être en hauteur. Oui. On n'a pas pu le mettre pour des raisons techniques, comme ça. On l'a mis en horizontal parce qu'il n'y avait pas d'espace de mettre en vertical. Mais en fait, c'est en vrai sens. C'est bon. Mais pour vous dire, en fait, ça c'est notre qualité. C'est notre qualité. Souvent, je vais avec des artistes, mais c'est aussi des artistes. Je dis, il faut tourner l'œuvre. Et lorsqu'on peut tourner une œuvre, on n'est pas pris dans une perspective, on est dans une ouverture. Je voulais dire ça aussi. Un broche, ton œuvre est ouverte. Oui. Et donc, elle peut se tourner. Donc, comme je dis, c'est comme un... Pas dans tous les temps, dans tous les sens. Parce qu'il y a quand même, si je renverse ça, ça ne sera pas aussi équilibré. Un bloc, je voudrais vous poser deux questions. Oui. D'abord, une question et une remarque. J'ai été frappé que vous ayez parlé au début de la première chose que vous avez peinte qui vous appartenait, c'était votre main. Et je me suis dit, mais il y a forcément un rapport avec le choc sur l'art pariétal avec les mains négatives. Ah, tout à fait. C'est fabuleux Mais oui, mais écoutez, si on peut définir quelque chose qui concerne la peinture, j'ai bien étudié la question de main, de l'empreinte de main, des signes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait il y a 2 ans une conférence sur la Brocciolé, sur la salle de Lyon de la Brocciolé. Oui, je crois que vous m'avez donné il y a un Voilà. lien. Bon. Oui. Et, bon, finalement, c'est la même chose, mais finalement, je me suis dit, mais c'est quoi? Pourquoi un type, il y a 30 000 ans, un collègue à moi, hein? Et non, il faut le dire, parce que justement, moi j'ai eu affaire avec beaucoup de préhistoriens qui considèrent la peinture préhistorique du point de vue du préhistorien, mais qui ne comprennent pas grand-chose souvent à la peinture. Hein? Et moi je me suis dit, mais pourquoi un peintre? On se le dit souvent avec les gens, mais finalement nous sommes des peintres, et pourquoi on ne nous laisse pas parler? S'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose au sujet de la peinture préhistorique, ce sont des peintres. Il y a des peintres qui sont, il y a par exemple Marcelo, que j'ai vu qui a supervisé les peintures du double de la grotte Chauvet, qui lui, bon, il avait fait carrément la peinture préhistorique. La peinture préhistorique, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais je veux dire, c'est quelqu'un de grande qualité. Il y a façon et façon de s'y prendre cette chose-là. Moi je trouve que le meilleur moyen, c'est d'essayer de comprendre quelle est notre place à nous par rapport à leur place à eux. Et que de toute façon, s'il y a quelque chose que nous avons en commun, c'est quoi? C'est le fait qu'à partir de notre corps, nous prenons une matière que nous choisissons. Avec cette matière, nous choisissons un support, n'importe lequel, une toile, un morceau de pierre, une sculpture, une sculpture, etc. Et nous faisons un geste à l'extérieur de nos corps qui sera la trace de ce que nous sommes, c'est-à-dire nous existons. C'est une façon de dire, moi, j'existe. Parce que le premier homme qui a fait par hasard ou pas l'empreinte de la main sur un rocher, il devait être extraordinairement touché, parce qu'il a vu quelque chose qui lui appartient, mais qui maintenant il ne lui appartient plus. Il est parti, il est ailleurs. Alors c'était la seconde remarque, c'est qu'effectivement je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit avant sur la naissance du signifiant, Oui. sur le surgissement à partir du néant, tout ça. Mais ma seconde remarque, c'est quand est-ce que c'est fini? Quand est-ce qu'une toile... On est venu avec la main à l'origine, quoi. Comment ça surgit? Et ma remarque et question, c'est et comment ça se finit? Vous avez dit à un moment donné, je constate que là c'est fini. C'est quoi ce moment? Ce moment, c'est que j'ai le sentiment que si je rajoute quelque chose, je vais détruire le peu qui est en place. Je fais 3 choses, jusqu'à ce moment-là, ça marche,
Mais si je rajoute un signe, je vais tout casser. Alors je m'arrête. Ah. C'est ce jour-là que c'est fini. C'est pas fini autrement. Oui, oui. Oui, ça continue autrement. Ça continue autrement. Oui, Par le ça- fait que l'on regarde, que d'autres regardent, et d'autres regardent, nous poursuivons ta peinture. Oui. Nous poursuivons quelque chose Et du ça, c'est travail pour qui tous est les en peintres. place. hein. Tous les peintres. Tous les peintres, je crois que pour tous les peintres, c'est la même chose. C'est le spectateur qui continue, C'est ça. qui achève la peinture. Ouais, Et chaque époque est différente en ce c'est ça. sens-là. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, mais le spectateur est quand même aussi inclus dans la toile. On ne peut pas voir si on n'y est pas. On ne peut pas voir si on n'est pas vu. Le spectateur est aussi inclus dans Ouais, la c'est toile. ça. On ne peut pas voir si on n'est pas vu. Oui. Donc l'étoile nous regarde. Oui, en ce sens, oui. Oui, oui, Donc, oui. ça relance tout le parcours que vous avez fait. Vous savez que j'aime beaucoup votre Oui. peinture. De la main qui naît à la toile qui se finit. Comment ça se passe là-dedans? Nous aussi, nous les spectateurs. Oui. Il y a un parcours remarquable. Mais moi, je crois que je n'ai pas la prétention d'avoir le monopole de la peinture. Au contraire, moi, j'ai toujours dit de moi-même, moi, je ne suis pas un peintre. Je suis quelqu'un qui essaie de faire de la peinture. Et je n'ai pas dit que j'ai réussi. Voilà. Mais je crois que tous les peintres, les grands, les petits, etc., ont cette attitude-là. Et heureusement, il y a des peintres, alors. Bon, voilà. Ça c'est drôle parce qu'on voit là ces aquarelles, ils sont très proches de l'optique. Dans le sens qu'il y a toute une mouvance de optique, art optique. Oui. Mais toi, tu le relis avec une délicatesse en même temps d'aquarelle. Donc, et cette optique, on parlait du sfumato, on parlait de... Et donc, vous avez posé la question comment le spectateur entre dans la toile. Je pense que c'est justement ce questionnement. C'est quoi ça? Ah oui. Qu'est-ce qu'il représente? Ah oui. On est capté par... Et c'est un gros jour qui se questionne et qui nous amène dans son propre questionnement. Moi, je dirais l'inverse. Quand une toile me capte, c'est pas par ce qu'elle représente, c'est par ce qui est présent, mais absent dans la représentation. Bien sûr, bien sûr. Oui. Rojo, il y a aussi la présence de tes toiles ici, le rapport, si je puis dire, entre les murs ici et ce que tu as exposé. Et c'est vrai que moi, c'est le seul savoir que j'ai un petit peu, c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique à chacun des artistes qui exposent, c'est cette présence que constituent les toiles qui sont exposées. Et ici, c'est assez particulier avec toi. Elles se confondent. Il y a un rapport entre le mur et ta toile qui est assez particulier. À un moment, j'ai l'impression qu'elles étaient toujours là. Peut-être même que je ne les vois pas. Je te les Mais laisse. ça, je veux bien, mais comment je fais avec les suivants? Volontiers. J'en ai de toute façon, j'en ai vu puisque tu avais déjà exposé une autre fois, et c'était assez différent. Parce que tu as fait tout à fait un autre scénario d'exposition. Oui. Tu avais mis des toiles qui étaient Posées le long du posées mur. par terre. Oui, C'était oui. très intéressant aussi. Mais en effet, pour reprendre un peu la question que tu poses, après avoir fait l'accrochage, moi je suis venu quelques jours d'après, et je me suis dit, mais elles sont où mes peintures? Voilà. Il y a quelque chose d'assez mystérieux dans quand même. Et pourtant, parce que ça aussi c'est une petite expérience à la langue que j'ai, il y a eu de temps en temps des toiles qui tombent du mur, je dis. Je ne les vois plus, mais elles sont tombées. Tandis que là, c'est pas ça, c'est autre chose. Elles ont un rapport particulier avec ce qu'il y a derrière qui est le mur. Effectivement, ça, je trouve que c'est un rapport avec beaucoup de choses qui ont été dites de ta peinture et qui, effectivement, j'en ai l'expérience au quotidien puisqu'elle a le plaisir de les avoir là. Oui, c'est un peu, moi, quand je t'ai dit où est-ce que sont mes peintures, c'est le même sentiment que j'ai quand je suis rentré dans les grottes. Je me dis, les peintures, elles sont où? C'est-à-dire, elles sont disposées en sorte de me montrer l'espace. Ne le cache pas, l'espace. Oh, bien, j'avais fait mon attention,
pas cacher l'espace, je veux les mettre de façon qu'ils s'intègrent, qu'ils me les fassent voir. C'est un peu l'expérience que j'ai eue il y a beaucoup d'années quand j'ai travaillé, j'ai fait une peinture dans une clinique psychiatrique où il était question de psychotiques qui avaient, ce qu'on disait, qui n'avaient pas une relation avec l'espace, n'avaient pas de difficulté de vivre une relation avec l'espace. Et moi, on m'avait chargé de peindre une grande salle à manger où l'architecte qui m'avait chargé de faire les peintures avait mis de gros cadres autour, il m'a dit tu vas peindre là-dedans. Hein? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les éléments de l'extérieur, qui étaient la nature, les fleurs, les plantes, les arbres, etc., je les ai ramenés à l'intérieur. Et quand j'étais à l'intérieur, je suis sorti du cadre. Pas seulement, mais par exemple, dans un angle en haut, j'ai peint un nuage. Ce qui fait que, pour voir ma peinture, il fallait qu'ils regardent l'angle. Et donc, ils avaient un repère dans l'espace. Et je crois que c'est cette chose-là que je continue à élaborer, c'est-à-dire avec la question de l'espace, qui me semble un élément important. Et l'espace et le temps. Oui. Et le temps. Je veux dire, dans la grotte, Oui. on imagine assez bien, d'ailleurs tu nous l'avais bien montré, que dans la grotte, il y a également un mouvement. Et le mouvement qui va depuis l'entrée de la grotte, les peintures se déplacent vers... Enfin, il y a quelque chose qui se déplace vers le fond de la grotte. C'est-à-dire que celui ou ceux qui ont peint, ça s'est peint, ça a peint l'espace et le temps. Et le temps aussi pour arriver.